Question 1. Le raisonnement clinique est A. Un moyen de contrôle de la santé des personnes en situation de handicap. B. Un langage uniformisé et normalisé ainsi qu'un cadre de travail pour la description des états de santé. C. Un processus cognitif ou métacognitif qui permet de prendre des décisions éclairées et qui guide l'exercice. C'est une compétence rééducateur. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse. C'est un processus cognitif ou métacognitif qui permet de prendre des décisions éclairées et qui guide l'exercice. C'est une compétence rééducateur. Question 2. Le raisonnement clinique se compose des étapes suivantes. A. Le recueil des indices directs. B. L'interprétation des indices et la validation des hypothèses. C. Le recueil des indices directs et l'interprétation des hypothèses. D. Le recueil des indices indirects et directs, l'interprétation des indices et la validation des hypothèses. La réponse. D. Le recueil des indices indirects et directs, l'interprétation des indices et la validation des hypothèses. Question 3. La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, CIH2. A. Est une classification du fonctionnement humain et du handicap. B. A été adoptée en 2020. C. Propose un langage uniformisé et normalisé ainsi qu'un cadre de travail pour la description des états de santé. D. Est un moyen de contrôle de la santé des personnes en situation de handicap. La réponse. A. Est une classification du fonctionnement humain et du handicap. C. Propose un langage uniformisé et normalisé ainsi qu'un cadre de travail pour la description des états de santé. Question 4. Parmi les buts du CIH2, on cite A. Établir un langage pour décrire les états de santé et les conséquences qui en découlent. B. Fournir une base scientifique pour comprendre et étudier des états de santé ainsi que les conséquences qui en découlent, ainsi que leurs déterminants. C. Fournir une base scientifique pour comprendre et étudier les états de santé exclusivement. D. Permettre une comparaison des données entre les pays, entre les disciplines de santé, entre les services de santé à différents moments. La réponse. A. Établir un langage pour décrire les états de santé et les conséquences qui en découlent. B. Fournir une base scientifique pour comprendre et étudier des états de santé ainsi que les conséquences qui en découlent, ainsi que leurs déterminants. D. Permettre une comparaison des données entre les pays, entre les disciplines de santé, entre les services de santé à différents moments. Question 5. La CIH2 est utilisée comme A. Un outil informatique. B. Un outil de recherche. C. Un outil de politique financière. D. Un outil pédagogique. La réponse. B. Un outil de recherche. D. Un outil pédagogique. Question 6. Parmi les concepts fondamentaux de la CIH2 on trouve A. Les structures anatomiques désignent les parties anatomiques du corps, telles que les organes, les membres et leurs composantes. B. Les fonctions organiques désignent les fonctions physiologiques des systèmes organiques, et non les fonctions physiologiques.
Ces déficiences désignent des problèmes dans la fonction organique ou la structure anatomique, tel un écart ou une perte importante. D. Les facteurs environnementaux sont liés au climat dans lequel les gens vivent et mènent leur vie. La réponse. A. Les structures anatomiques désignent les parties anatomiques du corps, telles que les organes, les membres et leurs composantes. Ces déficiences désignent des problèmes dans la fonction organique ou la structure anatomique, tel un écart ou une perte importante. D. Les facteurs environnementaux sont liés au climat dans lequel les gens vivent et mènent leur vie. Question 7. La déficience est A. Toute réduction, résultant d'une déficience, partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. B. Toute perte de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique. C. Le niveau de fonctionnement le plus élevé susceptible d'être atteint dans un domaine donné, à un moment donné. D. Tout préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité, et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle. La réponse. B. Toute perte de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique. Question 8. L'incapacité correspond à A. Toute réduction, résultant d'une déficience, partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. B. Le niveau de fonctionnement le plus élevé susceptible d'être atteint dans un domaine donné, à un moment donné. C. Toute perte de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique. D. Tout préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité, et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle. La réponse. A. Toute réduction, résultant d'une déficience, partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. Question 9. Le désavantage est A. Toute réduction, résultant d'une déficience, partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. B. Le niveau de fonctionnement le plus élevé susceptible d'être atteint dans un domaine donné, à un moment donné. C. Toute perte de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique. D. Tout préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité, et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle. La réponse. D. Tout préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité, et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle. Question 10. La capacité est A. Toute réduction, résultant d'une déficience, partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. B. Le niveau de fonctionnement le plus élevé susceptible d'être atteint dans un domaine donné, à un moment donné. C. Toute perte de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique. D. Tout préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité, et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle. La réponse. B. Le niveau de fonctionnement le plus élevé susceptible d'être atteint dans un domaine donné, à un moment donné.
Question 11. Handicap est A. Toute réduction, résultant d'une déficience, partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. B. Tout préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité, et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle. C. Une perturbation dans la réalisation des habitudes DEVIE d'une personne résultant de l'interaction entre les facteurs individuels, déficience, incapacité, et des facteurs environnementaux, obstacles. D. Toutes les propositions sont fausses. La réponse. C'est une perturbation dans la réalisation des habitudes DEVIE d'une personne résultant de l'interaction entre les facteurs individuels, déficience, incapacité, et des facteurs environnementaux, obstacles. Question 12. Le processus de production du handicap est A. Un protocole de prise en charge basé sur les capacités de la personne. B. Un modèle explicatif des causes et conséquences des maladies, traumatismes et autres atteintes à l'intégrité et au développement de la personne. C. Basé sur le modèle anthropologique du développement humain qui est applicable à tout être humain. D. Toutes les propositions sont correctes. La réponse. B. Un modèle explicatif des causes et conséquences des maladies, traumatismes et autres atteintes à l'intégrité et au développement de la personne. Question 13. Selon les résultats de l'enquête nationale sur la population et la santé familiale de 2018, l'indice synthétique de fécondité est de A. 1,38. B. 2,38. C. 3,38. D. Aucune réponse. La réponse. D. Aucune réponse. Question 14. Le taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes est de A. 72,6%. B. 76,8%. C. 110,2%. D. 112,5%. La réponse. A. 72,6%. Question 15. Le taux de mortalité infanto-juvénile, enfants moins de 5 ans, est de A. 13,5%. B. 18%. C. 22,16%. D. Aucune réponse. La réponse. C'est 22,16%. Question 16. La proportion des femmes violentées est de A. 20%. B. 15%. C. 17%. D. 25%. La réponse. B. 15%. Question 17. La proportion des personnes âgées de 60 ans et plus est de A. 11,4%.
B. 10,8%. C. 11,1%. D. 11,8%. La réponse. C'est 11,1%. Question 18. L'espérance de vie à la naissance est de A. 73%. B. 73 ans. C. 75,8 ans. D. 75,8%. La réponse. C'est 75,8 ans. Question 19. Le nombre des régions sanitaires au Maroc est de A. 4 régions sanitaires. B. 7 régions sanitaires. C. 10 régions sanitaires. D. 12 régions sanitaires. La réponse. D. 12 régions sanitaires. Question 20. Les territoires sanitaires du royaume sont au nombre de A. 4 territoires sanitaires. B. 7 territoires sanitaires. C. 10 territoires sanitaires. D. 12 territoires sanitaires. La réponse. A. 4 territoires sanitaires. Question 21. Les centres de rééducation physique, d'orthopsie et d'orthophonie font partie du A. Réseau des soins de santé primaire. B. Réseau hospitalier. C. Réseau intégré des urgences médicales. D. Réseau des établissements médico-sociaux. La réponse. D. Réseau des établissements médico-sociaux. Question 22. Les centres d'appareillage orthopédique font partie du A. Réseau des soins de santé primaire. B. Réseau hospitalier. C. Réseau intégré des urgences médicales. D. Réseau des établissements médico-sociaux. La réponse. D. Réseau des établissements médico-sociaux. Question 23. Le plan santé handicap est une stratégie A. Qui vise la promotion du droit des personnes en situation de handicap à une couverture médicale de base. B. Basé sur les principes de solidarité, de reddition des comptes et de responsabilisation. C. Qui intéresse la période 2015 à 2025. D. Elle comporte 6 axes, 20 mesures et 73 actions. La réponse. D. Elle comporte 6 axes, 20 mesures et 73 actions. Question 24. Le tableau de bord est un outil
A. De gestion fournissant des informations sélectives pour répondre à un besoin de connaissance préalable à la prise de décision. B. Destiné à un responsable pour lui permettre de contrôler le fonctionnement de son système. C. Qui utilise des indicateurs synthétiques pour analyser des écarts significatifs afin de prévoir, décider et agir. D. Qui permet de mettre en évidence les résultats des activités, de suivre l'efficacité des mesures prises et d'optimiser la politique qualité de l'entreprise. La réponse. A. De gestion fournissant des informations sélectives pour répondre à un besoin de connaissance préalable à la prise de décision. C. Qui utilise des indicateurs synthétiques pour analyser des écarts significatifs afin de prévoir, décider et agir. D. Qui permet de mettre en évidence les résultats des activités, de suivre l'efficacité des mesures prises et d'optimiser la politique qualité de l'entreprise. Question 25. L'utilisation des tableaux de bord permet. A. La réduction de l'incertitude et la maîtrise du risque lors de la prise de décision. B. La collecte des informations. C. La facilitation de la communication. D. L'analyse pertinente des situations. La réponse. A. La réduction de l'incertitude et la maîtrise du risque lors de la prise de décision. C. La facilitation de la communication. D. L'analyse pertinente des situations. Question 26. Les objectifs de l'utilisation du tableau de bord comme outil de gestion d'une unité de soins sont. A. Piloter l'unité de soins. B. Veiller au fonctionnement optimal de l'unité de soins. C. Motiver l'équipe de travail. D. Connaître et analyser en permanence le fonctionnement de sa zone de responsabilité. La réponse. A. La réduction de l'incertitude et la maîtrise du risque lors de la prise de décision. D. L'analyse pertinente des situations. Question 27. Concernant les indicateurs de santé, quelles sont les propositions qui sont justes? A. Un indicateur de santé est un produit de la surveillance en santé publique, qui définit une mesure de la santé ou un facteur associé à la santé dans une population donnée. B. Les indicateurs sont des variables qui aident à mesurer les changements intervenus dans une situation donnée. C. Ce sont des moyens de suivre et d'évaluer les effets d'une activité. D. Aucune proposition n'est juste. La réponse. A. Un indicateur de santé est un produit de la surveillance en santé publique, qui définit une mesure de la santé ou un facteur associé à la santé dans une population donnée. B. Les indicateurs sont des variables qui aident à mesurer les changements intervenus dans une situation donnée. C. Ce sont des moyens de suivre et d'évaluer les effets d'une activité. Question 28. Parmi les indicateurs utilisés au niveau du réseau hospitalier. A. Le taux d'occupation moyenne, TOM. B. L'indice synthétique de fécondité, ISF. C. Le taux de mortalité maternelle, TMM. D. La durée moyenne de séjour, DMS. La réponse. A. Le taux d'occupation moyenne, TOM. D. La durée moyenne de séjour, DMS. Question 29.
Parmi les missions de l'administration centrale du ministère de la Santé, on cite A. La gestion des ressources humaines. B. La mise en œuvre de la stratégie ministérielle au niveau régional et préfectoral. C. L'élaboration de la politique de recherche et de développement. D. La définition des priorités sanitaires nationales. La réponse A. La gestion des ressources humaines. C. L'élaboration de la politique de recherche et de développement. Question 30. Parmi les composantes de la couverture médicale de base, on cite A. L'AMO. B. La CNSS. C. l'ANAM. D. La CNOPS. La réponse A. L'AMO. Question 31. Selon la stratégie du ministère de la Santé 2017-2021, le renforcement de l'approche servicielle consiste A. Au renforcement des compétences des professionnels de santé. B. À l'amélioration des conditions et de la qualité de l'accueil dans les établissements de santé. C. L'amélioration de la santé mobile dans le milieu rural. D. La généralisation du régime d'assistance médicale. La réponse B. À l'amélioration des conditions et de la qualité de l'accueil dans les établissements de santé. C. L'amélioration de la santé mobile dans le milieu rural. Question 32. Selon le décret numéro 2/17/535 relatif au statut particulier des infirmiers et techniciens de santé, le rééducateur est tenu de A. Dispenser des soins et des services visant la prévention et la rééducation des conséquences fonctionnelles physiques, cognitives, psychologiques et sociales des déficiences des capacités des patients. B. Ne pas réaliser la garde et l'astreinte. C. Exécuter et dispenser des prescriptions médicales ayant pour objet la prévention, le diagnostic et le traitement des patients. D. Aucune des propositions n'est juste. La réponse A. Dispenser des soins et des services visant la prévention et la rééducation des conséquences fonctionnelles physiques, cognitives, psychologiques et sociales des déficiences des capacités des patients. C. Exécuter et dispenser des prescriptions médicales ayant pour objet la prévention, le diagnostic et le traitement des patients. Question 33. Selon le décret numéro 2-17-535 relatif au statut particulier des infirmiers et techniciens de santé, le cadre des rééducateurs comprend A. Le rééducateur de 2e grade. B. Le kinésithérapeute et l'orthophoniste de 1er grade. C. L'orthophoniste et le psychomotricien de grade principal. D. Le rééducateur de grade exceptionnel. La réponse D. Le rééducateur de grade exceptionnel. Question 34. Les ISPIT sont les instituts de l'enseignement supérieur. A. Sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. B. Sous la tutelle du ministère de la Santé. C'est similaire aux universités. D. Ne relevant pas des universités.
La réponse. B. Sous la tutelle du ministère de la Santé. D. Ne relevant pas des universités. Question 35. Les ISPIT sont au nombre de A. 23 instituts. B. 16 instituts sièges et 7 annexes. C. 7 instituts sièges et 16 instituts annexes. D. 10 instituts sièges et 13 instituts annexes. La réponse. D. 10 instituts sièges et 13 instituts annexes. Question 36. Parmi les filières ouvertes en cycle de la licence des ISPIT, on cite A. La rééducation-réhabilitation. B. Les soins infirmiers et pédagogie en sciences de la santé. C. Le management hospitalier. D. Les techniques de santé. La réponse. A. La rééducation-réhabilitation. D. Les techniques de santé. Question 37. Les principes de l'éducation thérapeutique, ETP, sont A. L'autonomie, l'observance. B. La compliance, l'alliance thérapeutique. C. Les compétences, le contrat. D. Relations soignant-soigné. La réponse. Question 37. Les principes de l'éducation thérapeutique, ETP, sont A. L'autonomie, l'observance. B. La compliance, l'alliance thérapeutique. C. Les compétences, le contrat. D. Relations soignant-soigné. Question 38. Les objectifs de l'éducation thérapeutique, ETP, sont A. Évaluer et analyser les pratiques professionnelles. B. Comprendre sa maladie et le traitement. C. Maintenir ou améliorer la qualité de vie. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. B. Comprendre sa maladie et le traitement. C'est maintenir ou améliorer la qualité de vie. Question 39. L'éducation thérapeutique s'adresse essentiellement A. Aux malades chroniques. B. À l'équipe soignante. C. À l'environnement du malade. D. Toutes les propositions sont justes. La réponse. A. Aux malades chroniques. Question 40. L'éducation thérapeutique se déroulant A. 2 étapes. B. 3 étapes. C. 4 étapes. D. 5 étapes. La réponse. C'est 4 étapes.